panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just at the lean, the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Hack the Box. On va essayer de faire une vidéo rapide ce soir, donc ça sera sur Debug Me, le challenge à 40 points. Je l'ai déjà téléchargé, je vais le mettre dans AIDA Freeware qu'on va utiliser, celui que j'utilise d'habitude sur les précédentes vidéos. Donc Debug Me, c'est un challenge. On peut tout de suite regarder ce que fait l'exécutable. Debug Me. Alors Debug Me nous dit quoi? Nous dit qu'il y a des bugs, qu'il y a des bugs dans notre debugger et qu'il nous faut débugger. Donc on oublie l'analyse statique, on va directement passer à l'analyse dynamique, c'est-à-dire en debugger avec le debugger d'AIDA. Et le flag sera dans le debugger, donc on imagine dans la stack ou dans une variable voilà, qui sera en cours d'exécution, mais on oublie l'analyse statique. Ok, donc on va tout de suite le mettre dans AIDA Freeware. On garde les options par défaut, on lance. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va rechercher ici, c'est le main, tout simplement, pour commencer au début. Donc le main qui doit se trouver ici, main startup, c'est une procédure, voilà, c'est les entêtes de début. Et commence ici les vraies réjouissances de l'anti-debug, des techniques d'anti-debug. Il en est bourré, donc ça va être très sympa. Donc la première chose à faire ici, c'est de mettre un breakpoint. Ce breakpoint va évidemment être détecté par les méthodes d'anti-debug. Ce qu'on peut faire, c'est de passer directement en hardware. Par défaut, je mets tous mes breakpoints en hardware. Voilà, c'est une habitude à prendre. Ça évite de se faire attraper par les méthodes d'anti-debug. Donc si je le lance en debug, yes. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va remettre un petit peu nos fenêtres de manière à voir la stack et avoir nos registres qui sont ici. Donc on est bien avec le registre l'instruction pointer qui est bien ici sur main startup 0. On voit bien ici que c'est bleu clair, donc c'est l'endroit de notre curseur. Vous avez ici les petits raccourcis qui vont vous permettre soit de passer à la prochaine instruction, c'est-à-dire de passer ici, soit quand il y a une fonction avec un call, soit de passer directement à l'instruction suivante, soit de rentrer dans cette fonction. Donc entraînez-vous un petit peu avec ces boutons, très intéressant. Donc ici, cette première instruction m'a laissé perplexe la première fois. Donc j'ai fait des recherches et on s'aperçoit que cette instruction qui s'appelle largefs30h, je me suis demandé quelle était donc cette adresse qui est mise dans EAX. Et bien tout simplement c'est l'adresse qui va contenir des méta-informations sur le thread qui est en train d'être exécuté, le thread, enfin notre programme. Et si on regarde à l'adresse fs30, on voit ici que ça nous donne l'adresse du PEB. Qu'est-ce que c'est le PEB? Alors le PEB, c'est une structure un petit peu opaque qui va nous donner effectivement des informations, des méta-informations sur notre programme. Donc le premier fil qu'on voit, c'est being debugged. Donc là concrètement, cette première instruction va aller chercher dans la mémoire si on est en train de débugger justement notre programme. Donc nous, on ne veut absolument pas le laisser faire, sinon qu'est-ce qui se passe? Donc on voit bien qu'il y a un petit embranchement, on va comparer les valeurs et on va jumper. Alors soit on jump ici, très bien, le code a l'air de continuer, soit on jump dans Analysis Failed. Donc là, pas bon. Donc tout simplement si on appuie sur F8 pour passer à la prochaine instruction, on va y aller et on va voir que effectivement je suis en train de débugger. Donc là je me suis fait attraper et mon programme va tout de suite sauter et sortir de là. Donc deux solutions, soit on change ce JNZ en JZ qui va nous permettre de sauter ici lors du prochain passage en enregistrant, en patchant effectivement comme d'habitude avec patch programme, assemble et en changeant ici en JNZ, soit tout simplement on utilise le set IP qui va nous mettre notre registre RIP à la prochaine instruction. Donc là on saute et on continue. Une nouvelle fois on voit qu'il y a un appel très facile à trouver hein, à ce process. Est-ce que je suis debug? Toujours pareil, on saute ici. Donc là, même chose, on va arriver à cette instruction. Mais quelle est donc cette instruction RDTC? RDTSC, pardon. Donc là, toujours pareil, j'ai trouvé un super article sur aldéhyde qui nous parle du RDTSC.
c'est le Real Timestamp Counter. Donc tout simplement, ça va être un appel pour mettre dans le registre EAX le timestamp, c'est-à-dire le temps courant de l'ordinateur. Donc, si on regarde notre programme une deuxième fois, on voit qu'à la fin de tout ce bloc d'exécution, on a un deuxième RDTSC. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va récupérer le timestamp ici, récupérer le deuxième timestamp ici, faire une soustraction et regarder, comparer à 3E8H. Donc c'est-à-dire que si vous mettez un point d'arrêt ici, eh bien tout simplement vous allez passer du temps dans cette fonction. Et passer du temps dans cette fonction, votre temps sera supérieur au temps maximum attendu lors de l'exécution classique du logiciel. Donc on peut, si on veut regarder tout de suite à quoi correspond 3E8, 3E8, et on voit qu'en décimale ça correspond à 1000. Donc c'est 1000 ticks du CPU. Donc si on passe plus de 1000 ticks de CPU dans cette fonction, donc si vous mettez un breakpoint ici par exemple, voilà, c'est sûr, vous allez sortir. Et vous allez retomber ici dans le analysis failed. Donc là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'arrêter. Donc, nous, on va mettre un breakpoint ici, toujours en mode hardware. Bon, c'est une habitude, c'est peut-être pas utile, mais on va voir. Et là, on va faire F9 pour passer tout ça d'un coup. Voilà, donc on arrive ici. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ici? Je ne me suis pas arrêté entre ces deux prises de timestamp qui sont dans le AX. Et effectivement, je saute bien à l'endroit d'après. Donc on continue. On continue. F8, F8, il ne se passe pas grand chose. On continue. Donc là, ça fait des choses. Là, on peut continuer. Au lieu de mettre pas à pas, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite mettre un breakpoint ici. Et jumper avec F9. Voilà. Donc on est bien là. On continue à débugger. On continue. Et on arrive enfin dans la fonction main startup. Donc là, super. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est au lieu de faire F8, F8 va tout de suite nous passer ici et ensuite quitter. Donc nous, on voudrait rentrer dans cette fonction. Donc là, on va utiliser, si on regarde ici, la fonction step into F7. Donc grâce à F7, on va pouvoir rentrer dans cette fonction. On peut même y mettre un petit breakpoint pour pouvoir y revenir plus tard si voilà, si on s'est raté sur le debug, hein, ça arrive souvent, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer, on va continuer, on va continuer jusqu'à, voilà, il y a beaucoup de code, tout ça, etc. Donc là c'est du code classique, hein, du début des exécutables, on voit tout de suite init term, etc. Et ce qu'on recherche, c'est une fonction qui nous paraîtrait sympa, donc hop, voilà, c'est ici, call main. Donc là, très intéressant. Donc on peut mettre un breakpoint ici, et on voit, si on a un anti-debug au milieu, on le traitera après. Si on jump directement, ben c'est gagné, on continue. Donc là, je rappuie sur F9 pour sauter directement jusqu'au prochain breakpoint. Et effectivement, on arrive bien ici. Donc là, on voit qu'on est bien à la bonne adresse, le main. Donc on va rentrer avec F7. Et avec F7, ah, ici, il ne veut plus m'afficher le graphe. Donc, hop. Donc on arrive à ce niveau-là du code. Très bien. À ce moment-là, ce qui est important, c'est de regarder la suite du code. Et on voit qu'on a encore un move AX large FS30, etc. Je ne sais pas si on peut l'avoir en graph view, non, apparemment pas. Donc on va continuer à la main et on va voir jusqu'où ça nous mène. Donc là, si je fais F8, on voit que le code change un petit peu. On va continuer. On voit ici pareil, et là on a un jump. Alors évidemment, là on voit bien qu'on est en train de débugger, donc nous on veut surtout pas jumper ici.
Ensuite, après, on retrouve cette fonction qui nous permet de calculer le temps qu'on a mis et de nous sortir si on n'a pas le bon temps, etc. On voit bien que à chaque fois, on saute à D. Donc D, on ne veut pas y aller. D, qu'est-ce qu'on fait dans D? Un printf et on sort. Donc apparemment, ça ne nous convient pas. Donc nous, où est-ce qu'on voudrait aller? On voudrait aller ici, à N. Si ce n'est pas égal, on va à N. Donc allons-y directement, tout simplement avec cette IP. Et nous voici à N. N, qu'est-ce que ça fait? Bon, ici on voit qu'on a bien du code qui ressemble à de l'ASCII, donc ça peut être très intéressant. Donc continuons, on a deux printf, on va les regarder, on retrouve nos phrases du début, donc on continue. On continue, on jump. Alors, ici, qu'est-ce que ça essaye de faire? Ici, voilà, on voit que ça push dans la pile. LOL, c'est une fonction. Ça soustrait des choses à EAX et ça push dans la pile. Ok, soit. On continue, ça push dans la pile. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces valeurs qui ont vraisemblablement des codes de caractères ASCII, c'est-à-dire à peu près entre 10 et 100, hein, grosso modo. Et ça push. Et on push, et on push, et on push, et on push. Et on push. Alors ici, ce qui va être intéressant, ça va tout simplement être de vérifier ce qu'on peut faire de ces chaînes de caractères. Alors, ça a commencé ici. Ça continue ici. Jusqu'ici. Voyons ce qui se passe ensuite. Et ensuite, on retourne. On retourne dans le startup et je pense que l'on va sortir. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est qu'une fois qu'on a terminé toutes nos fonctions, et bien tout simplement de regarder ce qu'on peut faire de ce code. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un copier et un coller. On va utiliser Python. Python qui est génial pour pouvoir nous décoder des chaînes de caractères. Décode, c'est de l'hexa. Et on continue. Ici, il ne faut pas se faire avoir entre la chaîne qui est ici et la chaîne qui est dans la stack. Dans la stack, on va toujours passer de Little Indian à Big Indian, de Big Indian à Little Indian. Donc tout simplement, ce qu'il faut faire ici, c'est prendre les caractères hexa et les inverser. Donc ici, ce qu'on aura, c'est vraisemblablement 54, 72, 36C, décode, X. Et on obtient troll. On va continuer. On continue avec la deuxième chaîne qui va être 6C 6C696E67.décode. Vous avez compris le principe, je ne vais pas tous les faire, la vidéo serait trop longue. Trolling, donc ça ressemble vraisemblablement beaucoup à un flag pour moi. Vous avez la méthode, vous pouvez le faire. Il y a une deuxième méthode pour réussir à le trouver directement, ce flag, qui est beaucoup plus intelligente et qui évite de passer par Python, etc. Donc, si vous la voulez, restez 2 secondes. Tout simplement, ici, il y a une vue hexadécimale. Il y a une vue hexadécimale de la stack. Ici, on est dans notre programme à peu près à l'adresse 0040. Donc, on est à peu près dans notre programme. Et on voit qu'à côté, cet hexa est traduit directement en ASCII. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de tout simplement jumper à l'adresse qui vous intéresse. Donc, ici, l'adresse de la stack pour que s'affichent tous ces caractères directement en hexa, c'est magique.
Donc tout simplement mettre 61 FE64. Je ne ferai pas OK, je ne spoilerai pas. Vous n'avez qu'à débugger, vous n'avez qu'à réussir ce challenge. Si j'appuie sur OK, on verra directement toute la valeur du flag. Donc je ne le ferai pas. Je vous remercie, merci d'avoir suivi la vidéo, merci pour vos commentaires, etc. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à y mettre un pouce, abonnez-vous, faites-vous plaisir, ça me fera plaisir. Surtout laissez des commentaires, positifs, négatifs, constructifs. Et voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Ciao.